Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode des émissions scintillantes. Aujourd'hui, je reçois Hervé Ligo, qui est praticien shiatsu et enseignant formateur Zen Shiatsu Douyin. Bienvenue Hervé, merci d'avoir accepté ma nouvelle invitation. Bonjour à tout le monde. Merci Valérie de ton invitation, qui me fait toujours plaisir. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le shiatsu? Alors, le shiatsu, c'est une discipline à la fois énergétique, basée sur un travail réellement physique sur un receveur. Ça se pratique habillé, le but étant de réharmoniser la circulation énergétique dans le corps et l'esprit du receveur. Alors on travaille sur les mêmes méridiens et les mêmes points d'acupuncture que justement les acupuncteurs, mais pas de la même manière tout à fait, puisque nous on a un contact quand même physique avec les mains, avec les doigts. Donc c'est une discipline très très douce qui permet de travailler à la fois en amont dans le domaine de la santé, hein, on va parler de prévention santé, et puis quelquefois aussi pour le soutien dans des périodes difficiles de la vie, comme des deuils, comme des maladies un peu longue durée, hein, des maladies chroniques, auquel le shiatsu va être intéressant pour soutenir la personne, tant sur le plan physique, physiologique, que mental, que le moral évidemment, ce qui est très important. Il s'adresse à tous. Est-ce que les enfants aussi peuvent recevoir un soin shiatsu? Oui, absolument, absolument. Les enfants, il n'y a pas vraiment de barrière pour pouvoir travailler sur un peu tout le monde. On peut prendre des enfants en assez bas âge. Alors souvent, on dit dans les fédérations, pour les gens qui commencent un petit peu le shiatsu, quand on évite de travailler sur des enfants très très jeunes, en dessous de 7 ans. Mais en réalité, quand vous avez affaire à des praticiens expérimentés, on peut travailler, alors évidemment c'est un travail particulier, tout à fait adapté, sur des personnes, sur des enfants très très jeunes, des bébés même, et jusqu'à des personnes très âgées. Hein, alors avec des précautions et évidemment des techniques qui seront complètement adaptées. Généralement, sur des enfants comme sur des personnes âgées, la séance sera moins longue, hein. On parle plus d'une séance de 20 minutes ou peut-être jusqu'à une demi-heure, et non pas d'une séance une heure et quart, comme ça se fait beaucoup sur les personnes adultes. Il n'y a aucune contre-indication? Il y a des contre-indications, ça fait partie des choses qu'on apprend quand on fait une formation digne de ce nom. Il y a effectivement, on va vous poser des questions quand vous venez, hein. On va évaluer aussi de diverses manières, notamment en vous observant, en vous posant des questions, en vous touchant, si on peut réellement faire la séance ou pas. Et un bon praticien sera peut-être aussi apte à vous dire, non, là, il va falloir plutôt consulter rapidement parce qu'il y a telle et telle chose qui à mon sens, ne va pas. Et donc, ça serait intéressant de consulter ou plutôt de revenir un petit peu plus tard et de vous reposer d'abord. Mais bon, dans une grande majorité des cas, le shiatsu est possible et il n'y a pas vraiment, il y a peu de contre-indications absolues. Mais par contre, il y a beaucoup de précautions, notamment pour les problèmes d'ostéoporose ou pour les problèmes de mauvaise circulation du sang, pour les problèmes cardiaques, évidemment. Hein, bon, on va vraiment être à l'écoute et prendre des renseignements de façon à savoir ce qu'on peut faire ou non. Il y a notamment, à mon sens, une contre-indication absolue qui est la présomption de phlébite. Quand on pense qu'il peut y avoir une phlébite, ça peut être très très important évidemment de dire à la personne de consulter rapidement et on ne fera pas le shiatsu. De toute façon, c'est un complément, comme tu le disais au tout début, ça peut soutenir une personne qui a une maladie chronique et qui reçoit évidemment, qui reçoit de l'allopathie. Ça Mhm. peut venir la soulager d'effets Oui, parfois indésirables aussi qu'on a oui, avec certains médicaments.
Exactement, exactement. Ça permet, moi, j'ai dans mes receveurs des personnes qui sont atteintes de cancer et avec l'accord de leur médecin traitant et de la personne l'oncologue qui les suit, ces personnes viennent en séance de shiatsu pour essayer de soutenir mentalement, moralement la personne, mais aussi de minimiser les effets secondaires d'une chimio. Ça fonctionne tout à fait bien. Notamment parce que vous travaillez sur, le foie, c'est ça peut-être? Alors, Non? oui, souvent, on va travailler. Alors, en ce qui concerne la chimio, on va souvent travailler sur deux organes en particulier, enfin, tout au moins les méridiens qui correspondent à l'énergie de ces organes. Et ça va être le foie, effectivement, et l'estomac. Hein. Donc, l'estomac, souvent, ben, quand on a des chimios, on a souvent des nausées hein, qui sont indésirables. Et le foie, qui est un organe essentiel pour traiter, comment dire, Purifier tous les améliorer. déchets? Comment, oui, exactement. Hein, Purifier. et donc le foie est un émonctoire important comme le rein. Donc on va travailler principalement sur ces deux méridiens-là, deux organes-là. On peut travailler aussi évidemment sur rein et cœur, qui sont les fondements de l'énergie en médecine chinoise. Donc le fameux axe Shaoyin pour les gens qui connaissent. Hein, et effectivement, quand on a des maladies de manière chronique ou assez longue, souvent l'énergie des reins est impactée et les reins, ce sont notre batterie. Hein. Mmh. C'est finalement ce qui nous permet au jour le jour de redémarrer et de tenir toute une vie. Et donc, naturellement, ces reins perdent un petit peu de leur énergie de façon, on va dire, naturelle en vieillissant et aussi, effectivement, en étant impacté par une maladie. Et donc, on va soutenir cette énergie des reins de manière importante. Et alors, tu fais, le lien avec, enfin, ce que dit la médecine chinoise, c'est que les organes sont liés à des émotions. Oui, effectivement, Ça vous donne des effectivement. éclairages du coup? Ça donne des Oui, alors effectivement, suivant l'organe qui va être impacté par une maladie ou un dysfonctionnement, on aura peut-être l'émotion qui correspond, qui va être plus, comment dire, qui va émerger. Et aussi, dans l'autre sens, quand on est porteur d'une émotion importante qui correspond à un organe, on peut aussi plus facilement développer une pathologie, un dysfonctionnement dû à un déséquilibre de cette émotion. Par exemple, les gens qui sont très en colère en permanence au fond d'eux-mêmes vont souvent avoir des maux de tête ou un petit peu d'hypertension qu'ils vont plus facilement développer du fait de cette énergie puissante qui est initiée par la colère. Hein, c'est une mmh. énergie montante qui va faire un peu comme un effet de cocotte-minute. Hein, et souvent derrière, on a des gens qui sont soit dans une colère permanente, un petit peu au fond de mer, soit dans des accès de colère. Hein, c'est ce qu'on appelle une énergie, une colère très yang. Donc on voit des accès de colère, ou alors on le perçoit moins, mais la personne au fond d'elle-même, elle est tout le temps un peu en colère. Et souvent, chez ces gens-là, on a ce qu'on appelle des frustrations. Effectivement, c'est quand même mieux de pouvoir arriver à l'exprimer d'une manière pas trop violente, ce qui C'est permet ça, de se libérer un petit peu. Hein. Donc, c'est en shiatsu, on peut travailler là-dessus et on peut aussi donner des conseils pour mieux gérer sa colère. c'est ça, c'est super important d'accueillir ces émotions quelles qu'elles soient, Oui, pour les libérer, mais de manière saine en fait, oui. parce que comme tu dis si bien, l'effet cocotte-minute quand ça sort, ça peut faire de très graves dégâts, tant pour la personne elle-même que pour l'entourage. Oui, exactement. Hein, on parle de dégâts collatéraux et ce qui est marrant, c'est que les méridiens qui sont reliés à la colère, c'est-à-dire le foie et la vésicule biliaire, sont des méridiens qui sont sur les côtés du corps, à l'intérieur et à l'extérieur, mais côté médial ou côté latéral.
Et effectivement, quand on parle de dégâts collatéraux, effectivement, ça a un rapport avec l'environnement. Hein. La colère est une émotion qui porte l'énergie vers l'extérieur et vers le haut. Hein. C'est pour ça que quand on est en colère, on peut devenir tout rouge. Voilà, même ça peut aller jusqu'à se répéter des petits vaisseaux dans les yeux. On a la sensation d'avoir les épaules complètement tendues, d'avoir la tête qui explose, hein, parce que les mâchoires serrées souvent également. Ce sont des signes qu'on peut percevoir sur soi-même. Et nous, en shiatsu, on le perçoit bien parce que quand on touche sur la personne, par exemple, une mâchoire une mandibule très contractée, ça se perçoit très très bien. Et alors, qu'est-ce que le douyin? Alors le douyin, c'est discipline très intéressante dans le sens où le but du douyin, c'est la même chose que le but du shiatsu, c'est-à-dire d'arriver à faire circuler l'énergie pour se sentir bien et aussi avoir une bonne santé. Et en revanche, le douyin n'a pas besoin d'un praticien. Le douyin, c'est quelque chose qu'on fait soi-même, par soi-même et pour soi-même. Donc, c'est plusieurs techniques. Ça peut aller des techniques respiratoires jusqu'à des techniques d'étirement, jusqu'à des techniques où on va mobiliser les méridiens ou les points d'acupuncture par friction, par appui, sur soi-même, hein, sur son propre corps. Ça peut aller aussi sur des exercices de visualisation, de méditation. Tout ça, ça fait partie d'un panel d'exercices qu'on peut mettre en œuvre en fonction, la plupart du temps, de la saison. Hein. Il y a des douyin qu'on appelle des douyin de saison, c'est-à-dire des douyin qui collent à l'énergie de la saison, parce que de saison en saison, c'est la même énergie, mais qui mute, qui change pour s'adapter. Hein. Quand il fait là, en ce moment, il fait très beau, et donc notre corps a besoin de s'adapter. Et c'est toujours important de le faire. Donc effectivement, en shiatsu, on peut soutenir la personne qui vient nous voir en travaillant spécifiquement à l'adaptation, mais par le douyin, on peut aussi soi-même travailler. Alors l'important dans le douyin, c'est la régularité. Finalement, les gens qui pratiquent le douyin dans des ateliers avec des animateurs douyin, par exemple, des animateurs qui sont tout à fait formés à vous encadrer, à vous apprendre le douyin, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est un peu comme pour le yoga, c'est-à-dire que ce qui est très très intéressant, c'est que les personnes puissent elles-mêmes ensuite, avec leur propre routine douyin, faire une petite séquence de douyin le matin ou à un moment qui leur va bien. À l'instar un petit peu du yoga. On retrouve le fait qu'il faut s'approprier pour régulièrement travailler sur soi-même, quelque part, prévenir tout problème, tout désordre. On se sent beaucoup mieux, on apprend aussi à se connaître, à savoir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, et à y remédier soi-même. Donc c'est vraiment quelque chose de très très complémentaire au shiatsu. On va dire que le douyin, c'est un petit peu quand sur une voiture, vous faites la pression des pneus, vous vérifiez comment dire, vous lavez votre voiture, vous faites les niveaux, vous faites tout ça, vous faites l'entretien courant. Et puis, shiatsu, ça va être quelque chose d'un petit peu plus poussé. Donc, aller voir votre mécanicien qui va vous faire un check-up et peut-être travailler plus spécifiquement et plus en profondeur, voilà. Et alors, comment choisit-on son praticien shiatsu, du coup? Alors, c'est très important que le praticien ait eu une formation très poussée. Une formation poussée, j'entends par formation poussée une formation d'au moins 3 ans, et ça peut être 4, 5 ou plus, mais au moins 3 ans, 4 ans, c'est très très bien. Et ça, il y a des organismes de tutelle qui encadrent le shiatsu en France qui sont reconnus comme la FFST, hein, la Fédération française de shiatsu traditionnel, à laquelle je suis adhérent. Mais il y a d'autres organismes comme l'UFPST ou d'autres organismes qui sont très 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 bien, comme l'ESPS aussi. Voilà. Ce sont des organismes reconnus
et qui ont un sérieux dans la formation et l'encadrement du shiatsu. Tu recommandes en général pour les séances shiatsu, tu vas me dire que c'est propre à chaque individu, mais je suppose qu'à la différence du do-in où on peut se l'approprier et se faire sa petite routine quotidienne, le shiatsu, il y a peut-être un temps d'intégration et qu'on peut peut-être pas en faire tous les jours des séances de shiatsu. Alors, il n'y a pas vraiment de contre-indication, mais tous les jours, c'est pas franchement utile. C'est plus le domaine du do-in, justement. Ouais. Mais pour recevoir des séances de shiatsu, il y a plusieurs modes, plusieurs solutions. Soit, alors c'est en fonction souvent de la demande du receveur. Hein. Vous avez des receveurs qui prennent le shiatsu comme un plus dans leur vie et qui viennent régulièrement faire des séances de shiatsu. Je pense souvent à des séances mensuelles, voire même un tout petit peu moins que mensuelles, hein, toutes les 3 semaines à peu près. Moi, j'ai des gens qui viennent régulièrement me voir. Ils font ça comme s'ils faisaient des séances de sport ou un sauna, ou voilà, ils prennent soin d'eux. Hein. En Donc prévention, en ça, fait. En comment? prévention. En prévention. Alors, on est en totale prévention. Mm. Totale prévention. Et chez ces gens-là, ils me disent, bah, c'est formidable, parce qu'en plus, moi, je leur donne, à l'issue des séances de shiatsu, je leur donne quelques petits conseils voilà, en diététique chinoise, je leur donne quelques petits conseils sur une utilisation d'huile essentielle. Hein. Si votre praticien est formé, il peut le faire. Et puis, évidemment, je leur donne quelques conseils plus généraux par rapport au sommeil, par rapport à l'activité sportive ou pas. Voilà, qui vont dans le bon sens, hein, qui sont personnalisés, des conseils personnalisés. Puis après, il y a des gens qu'on voit un peu moins souvent, qui en vont un petit peu à l'instar des gens qui vont voir des ostéopathes, qui font des séances de shiatsu pour faire un petit check-up 2-3 fois dans l'année, 3-4 fois. À ces gens-là, je dis que l'idéal, finalement, c'est d'y aller au moins 4 fois au moment des intersaisons. Vous voyez, quand il y a les intersaisons, c'est propice à donner un petit coup de main au corps qui doit muter aussi, hein, dans son énergie. Il doit s'adapter à l'énergie qui arrive. Hein. En ce moment, là, on va passer bientôt dans l'énergie dans la saison été. Hein. Alors évidemment, nous, l'été, pour les Occidentaux, c'est un peu plus tard, mais pour les Orientaux, l'été, ça se trouve début mai. Hein. On y arrive vers le 6 mai par là. Hein. Entre le début mai et le 15 mai. Une fois qu'on arrive au 15 mai, c'est-à-dire après les seins de glace, hein, finalement, Oui, oui. on est pleinement en été. Voilà. D'accord. Hein, et donc, les 18 jours qui sont avant, donc, ce sont des jours intermédiaires. On appelle ça l'énergie terre. C'est une énergie qui permet de passer d'une saison à l'autre. C'est-à-dire qu'on passe du printemps à l'été en passant par une petite séquence terre qui permet la rotation, hein, la rotation de la Terre. C'est symbolique, hein, évidemment. Cette énergie de Terre permet de faire un petit peu le passage de l'énergie, d'une énergie à une autre, de la mutation. Hein. Et donc, souvent, je dis à ces gens-là, oui, venez à toutes les intersaisons. Donc voilà, ils vont faire 3, 4, 5 séances dans l'année, quand ils peuvent. Souvent, ils ont identifié une saison ou deux où c'est un peu plus compliqué pour eux. Donc, je leur dis, faites surtout ces séances-là. Et puis les autres, c'est un bonus. Hein. Et puis, enfin, il y a le troisième type de personnes qui viennent quand ils ont plus un problème. Hein. Ils ont un dysfonctionnement, ils ont mal quelque part, ils n'arrivent pas à s'en sortir et tout, ils ont envie d'essayer le shiatsu. Et donc, ces gens-là, généralement, ils ont une attente particulière. Et donc, ces gens-là, on va les traiter. Donc, quelquefois, c'est 1 ou 2 séances. Plus souvent, c'est un petit peu plus. On va parler de 3 à 5 séances la plupart du temps pour gérer certains problèmes qui peuvent être des problèmes de sommeil, des douleurs dorsales, des choses qui sont assez courantes, hein, des problèmes émotionnels. Par exemple, des problèmes aussi de règles pour les femmes, hein, des règles douloureuses, des règles irrégulières. Voilà. Donc, on peut travailler, on peut aider à ça. C'est des gens qui vont venir typiquement
parce qu'ils ont un besoin ponctuel. Et bon, parfois, ces gens-là, s'ils sont séduits par l'efficacité du shiatsu et la douceur du shiatsu, le travail particulier du shiatsu, vont quelquefois passer dans une autre catégorie, celle qui viennent de temps en temps nous voir, un peu plus souvent, un peu plus fréquemment, et un peu plus dans, je dirais aussi, pourquoi est fait le shiatsu. Le shiatsu, c'est vraiment la prévention santé. Donc, c'est vraiment idéal quand on a des gens qui viennent nous voir, mais qui n'ont pas, franchement, ils vont bien, il n'y a pas de souci. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a toujours un ou deux petites choses, hein, mais bon, ils en font leur affaire, comme on dit. C'est pas des gens plaintifs, mais et donc ils s'aperçoivent que finalement, la petite séance de shiatsu qui était là pour le bien-être, hein, va permettre quand même d'améliorer leur état sur un problème ou un autre. Et donc, ce sont des gens qui vont rester souvent dans la sphère du shiatsu. On a des gens qui oscillent aussi beaucoup entre le shiatsu et l'ostéopathie. L'ostéopathie qui est vraiment une discipline intéressante, hein, très, très efficace, très intéressante, et qui va bien avec le shiatsu. Hein. Souvent, j'ai des gens que je vois qui me sont envoyés par l'ostéopathe pour un petit peu les détendre, et puis après, ces gens-là retournent voir l'ostéopathe pour que la technique ostéopathique soit plus efficiente. Voilà. On a un petit peu de tout dans notre clientèle. Et alors toi, comment as-tu rencontré le shiatsu? Quel a été le déclic finalement pour te former? Parce que tu aurais pu le découvrir en tant que, comme tu le dis, receveur, mais voilà, tu as eu ensuite cette envie de te former et d'enseigner et de pratiquer. Alors, moi, j'en parle dans mon premier livre, le livre qui est sorti en 2017, le grand livre du shiatsu et du doin. Je parle de comment je suis arrivé au shiatsu. Alors, il y a deux raisons. Moi, je suis prof de judo à l'origine depuis très longtemps. Et donc, le judo comme le shiatsu sont des disciplines japonaises. Donc, je m'intéressais à tout ce qui était japonais. Et puis, dans le judo, on s'intéresse aussi aux soins. Hein, il y a le Taizo, par exemple, qui est une discipline où on fait un travail de renforcement et qui est très intéressante. Donc, il y a déjà cet aspect-là. Donc, j'ai toujours été intéressé par le shiatsu et je me faisais traiter par un ostéopathe, un ami qui était ostéopathe et dont le frère était praticien shiatsu. Donc, voilà, encore, j'ai dit, tiens, c'est marrant, le shiatsu revient encore dans ma vie. Et puis, un jour, je monte à Paris et je vais à la FNAC à Montparnasse. Et je commence ça remonte à très loin, ça remonte à 25-30 ans. Je fouille dans les bouquins du bien-être, de la santé, et je découvre un livre sur le shiatsu qui s'appelle le livre du shiatsu de Paul Lundberg, je crois, c'est ça. Et là, je commence à feuilleter et je m'assois dans le. Et là, je m'aperçois que c'est vraiment mon truc. Ça me plaît beaucoup. Tout ce que je lis me parle. Et j'achète le bouquin, je rentre à Rambouillet, chez moi, et dans le train, je rencontre, alors y a pas, c'est un truc de fou, hein, je rencontre en face de moi quelqu'un qui m'interpelle, parce qu'il me voit que je suis dans le bouquin, et il me dit, vous connaissez le shiatsu? Je dis, très récemment, à l'époque. Et la personne était une praticienne de shiatsu qui était à Chartres. Et donc, alors là, on n'a pas arrêté de discuter. J'ai presque oublié de descendre à Rambouillet du train. Et donc, quand je suis descendu, finalement, j'ai appelé la Fédé, à l'époque la Fédération française de shiatsu traditionnel. J'ai eu Claude Didier, qui était un des fondateurs de cette fédération en 1994. Il donnait des cours à l'époque. Hein, et donc, j'ai commencé la formation très, très rapidement. Voilà, ça s'est passé comme ça. Le tout début, c'était ça. Puis de jolies, du coup, c'est ça que j'adore dans la magie de la vie, c'est de jolies synchronicités. Oui, voilà. Il y a des choses qui sont mises là. Je dis, là, ça me parle. Hein. Là, il faut que j'y aille. Tu parlais de ton premier livre et le tout dernier, on avait fait une interview justement dans les rencontres lumineuses sur mon site. Je m'initie au shiatsu et doin des 5 éléments et il est paru aux éditions Le Duc. Tu peux nous présenter cet ouvrage? Oui. Alors, ce deuxième livre que j'ai fait aussi aux éditions Le Duc, et je voulais faire un livre, un côté pratique, et j'avais envie d'utiliser mon expérience.
mon expérience en tant que formateur, mais aussi mon expérience en tant que praticien. Et donc, j'avais envie de faire passer cette expérience-là à travers un livre qui pouvait s'adresser à des praticiens de shiatsu, mais aussi à des gens qui allaient découvrir le shiatsu à travers ce bouquin. Et donc, je me suis appuyé sur les 5 éléments. En médecine chinoise, il y a donc les fameux 5 éléments dont on a parlé, hein, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, hein, qui sont la symbolique de l'énergie qui tout au long de l'année opère en nous-mêmes, hein, et parce que on est au milieu on vit pas de manière autonome, on est intégré dans un monde très très large, aussi bien dans le macrocosme que dans le microcosme. Et donc j'avais envie de prendre ces 5 éléments comme point de départ et de voir ce qu'on pouvait en faire. Et donc c'est comme ça que ça m'est venu. Et donc j'ai traité d'abord en shiatsu, puis en doin, pour chacun des éléments, en shiatsu, en doin, et puis j'ai travaillé aussi sur le postural, parce que j'aime bien le travail du postural. J'ai travaillé aussi sur un petit peu une approche des huiles essentielles, et d'ailleurs j'ai confié à une de mes praticiennes le fait de vérifier tout ce que j'ai fait sur les huiles essentielles. Et puis ensuite, j'ai donné des conseils généraux pour chaque élément, étant donné que dans ce bouquin, j'ai aussi à un moment donné défini à travers les 5 éléments des profils énergétiques rattachés à ces 5 éléments. Et donc j'en ai déterminé non pas 5, mais 10, puisque dans chaque élément, il y a un côté un peu plus yin et un côté un peu plus yang. Et donc finalement, suivant quel élément nous drive un petit peu dans notre vie, et si on est plus yin ou plus yang, on a finalement une dizaine de profils énergétiques sur lesquels on peut se rapprocher. Généralement, le profil énergétique, c'est quoi? C'est notre constitution plus notre tempérament, si on parle un petit peu occidental. Hein, si on parle occidental, on parle de constitution, et là on fait plus référence au corps, et tempérament, plus référence à notre émotionnel. Et on sait qu'en médecine chinoise, il n'y a pas de différence, tout ça, c'est dans un même paquet. Hein. Et donc, quand on approche une personne, on ne la scinde pas en petits morceaux, mais on essaye de voir qui elle est et quelle émotion, par exemple, est plus présente chez la personne, quelle pathologie elle a déjà eue, et donc ça nous donne des informations. Et puis aussi, quand on la regarde, comment elle est proportionnée, quelle est sa teinte au niveau du visage, quels sont son mode de réaction. Enfin, on a plein de choses qui nous permettent de savoir à qui on a affaire, et ça nous permet de définir donc ce fameux profil énergétique qui est un mélange, la plupart du temps, de 2, voire 3 éléments, c'est-à-dire par exemple le feu, la terre et l'eau, ou le feu, le bois et le métal. Enfin, voilà. Il y a toujours un bout de l'un et un bout de l'autre qui fait qu'il y a une certaine complexité de la personne, mais aussi une certaine unicité. Hein. On est tous, à la fois tous pareils, les humains, et tous différents, finalement. Tous uniques. Tous uniques, voilà, exactement. On est tous uniques. Alors, en cette période mondiale, on peut constater que c'est assez chaotique, c'est assez turbulent, c'est assez éprouvant pour certaines personnes, tout ce qui se passe. Quels conseils conseils ou messages pourrais-tu nous partager pour vivre au mieux toutes ces transformations énergétiques pour finalement retrouver une paix intérieure? Oui, je pense que la plupart du temps, dans le monde dans lequel on vit, où on a beaucoup de sollicitations, où on est très impacté par les nouvelles qui sont la plupart du temps mauvaises. Alors il y en a des bonnes, il y en a des très bonnes, mais quand on voit les médias, la plupart du temps, ils parlent de choses qui ne sont pas très très sympas, hein, qui nous font peur, donc je pense qu'il faut penser à soi. Et je donnerais moi comme conseil c'est pas égoïste pour moi,
de se faire passer en premier. Pourquoi ? Parce que quand on fait attention à soi, quand on prend des mesures pour être bien, on mange, par exemple, manger bien, dormir bien, ça ce sont des choses très importantes, avoir des relations sociales, faire des choses pour soi, faire des choses aussi pour les autres, faire des choses avec les autres. Donc ça, c'est des axes. Hein. Et quand on fait ça, on se sent bien. Hein, on se sent bien. Et quand on se sent bien, c'est quelque chose qui va nous permettre d'être plus dans l'aide des autres, moins dépendant aussi des autres, dans le sens où, comme on est bien, on va se sentir bien, on va pas avoir trop de problèmes de santé. On va aller vers c'est quelque chose qui est très très pertinent, dans le sens où, pour être capable de s'occuper de l'autre, il faut soi-même être bien. Donc moi je pense que il faut commencer comme ça. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les autres, ça veut dire que on fait attention à soi pour pas être une charge pour les autres et pour pouvoir même les aider, être présent. Hein. Donc je pense que il faut se détacher peut-être un petit peu de tous ces médias qui nous parlent un petit peu de choses qui sont un peu trop Négative. anxiogènes, hein, voilà, et avoir des petites routines qui sont personnelles. Donc le doing peut en faire partie. Les séances de sport où on retrouve un petit peu les copains pour aller faire du vélo, ou on va à la salle. Et moi, je vois, quand je vais me faire un petit peu à la salle, je vois pas mal de retraités qui sont là-bas et qui sont bien parce qu'ils s'occupent d'eux, ils font du sport et en même temps, ils discutent avec les autres. Et donc, là, on voit qu'il y a plein de choses. Donc, ils vont mieux dormir le soir. Donc, comme on sait que le sommeil, c'est vraiment un pilier de la santé. Et puis, ils vont mieux manger. Parce qu'ils vont se dire, bon, je fais des efforts pour être en forme. Ben, je fais un petit peu attention à ce que je mange aussi. Ils vont savoir se faire plaisir. Mais voilà, c'est un tout, un peu comme ça. Mais je dirais que pour moi, le point de départ, c'est arrêter de culpabiliser quand on fait attention à soi. Il ne faut pas culpabiliser. Au contraire, souvent, je dis aux gens, mais prenez soin de vous. Hein. On a des gens qui sont pris, moi j'ai des gens qui viennent me voir en cabinet, qui sont pris entre leurs enfants, les grands-parents souvent qui commencent à poser problème, les enfants avec leurs problèmes particuliers, et puis le boulot avec la pression, et voilà, et tout le monde qui dit, mais non, mais il faut que vous gardiez un petit peu de temps pour vous quand même. Donc, il faut aussi penser à soi. Se prioriser. Se prioriser un petit peu. Par moment, c'est important. Ouais, pour pouvoir prendre soin, pour pouvoir élever son taux vibratoire, parce Ouais. que ça va être aussi une façon peut-être d'inspirer les autres. Ouais. Pas oublier les autres, on va rayonner. Du coup, si on fait des petites choses qui nous mettent en joie, c'est pas forcément des grandes choses, mais du coup, ça inspire ceux qui restent un petit peu en boucle en regardant effectivement les informations toute la journée, qui ne ressassent que ce qui ne va pas. Alors attention, ça ne veut pas dire occulter ce qui est négatif. C'est toujours, moi je suis toujours à accueillir ce qui ne va pas pour le transformer, mais pour pas rester bloqué sur ce qui plombe la journée. Bien sûr que non. Et je pense qu'en plus, là, avec nous, la saison occidentale, avec le printemps, où la nature renaît, où les fleurs commencent à éclore, les arbres sont fleuris pour certains, c'est magnifique aussi de se reconnecter au vivant, à la nature, s'ancrer, en fait, pour être bien ici et maintenant. Et tout ça à travers de petites choses. Et je trouve que ça change la couleur de la journée, en fait. Ouais. C'est propice, l'énergie du printemps est propice et je dirais que tout simplement, par exemple, j'ai fait l'expérience plusieurs fois, on prend le train par exemple, et dans le train, on a toujours remarqué dans le train, dans le métro, il y a toujours des gens qui font un peu la gueule, hein. Ils sont un peu sous le... Et dès qu'on croise le regard d'une personne qui nous sourit, voilà, naturellement, on se croise, on sourit un petit peu, ça fait du bien. Et on a envie d'aller vers cette personne-là. Donc, il faut absolument avoir une approche, je dirais,
a priori plutôt ouverte et souriante. Et en shiatsu aussi, en tant que praticien, on prône le fait comment dire, avoir de jugement, hein, d'a priori sur une personne. Quand une personne vient vous voir pour une séance de shiatsu, on l'écoute avec l'ouverture maximale, sans jugement. La personne, peut-être, c'est possible que la personne fait un petit peu son mal elle-même d'une certaine manière, mais on n'est pas là pour la juger et donc on ne va pas mettre ça en avant. On va mettre en avant on va entendre ce que va nous dire, on va mettre en avant sa situation particulière, sa situation qui lui permet, qui lui inflige peut-être des difficultés, et on va essayer de comprendre ensemble, le problème pour aller vers quelque chose qui va mieux. Et quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui est à l'écoute, et quelqu'un qui est plutôt, qui a un visage plutôt souriant, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Hein. Et aussi, la troisième chose, le fait d'être ancré. C'est-à-dire que vous avez une personne, quand vous allez lui parler, elle ne va pas détourner le regard, elle va rester en connexion. Hein. Mais quand vous allez donner vos doléances, quand vous allez vous plaindre d'une certaine manière, eh bien, elle va être présente à vous quand même, parce qu'elle va être là pour comprendre, pour saisir tout ce qui peut vous poser problème et vous impacter. Hein, et mieux vous comprendre, non pas par curiosité, mais pour être en adéquation dans la réponse qu'elle va apporter, réponse vocale, mais aussi réponse tactile par le shiatsu, hein, et réponse énergétique au bout du compte. Et puis prendre soin de soi, c'est aussi oser demander de l'aide. Parce que parfois, quand on traverse des épreuves extrêmement difficiles, bouleversantes, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Donc, oser demander de l'aide auprès de son médecin, de son thérapeute, qui va effectivement vous accompagner. Ça peut être aussi un magnétiseur, ça peut être à travers... Aujourd'hui, on a la chance d'avoir différents outils et différentes méthodes. À nous de voir ce qui vibre ou pas et qui fait écho en nous. Mais en tous les cas, c'est aussi important de ne pas se culpabiliser, de ne pas avoir honte de demander de l'aide quand c'est trop pour nous. Oui, bien sûr. Alors, en shiatsu, on a deux choses qui sont plutôt intéressantes. La première chose, c'est que, comme tous les thérapeutes et les médecins, mais aussi tous les autres thérapeutes, on doit garder le secret dans ce qui est dit dans le cabinet ne sort pas. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, on a un travail à la fois sur le corps, mais pas sur... ça ne nécessite pas de se déshabiller. Donc, on travaille sur quelqu'un qui garde des vêtements. Hein. Alors, évidemment, quand on a ce temps-là, on va avoir un peu moins de vêtements, on va se mettre en t-shirt, hein, une tenue plus légère, mais voilà. Et ça permet à des gens qui ont des difficultés avec le toucher, de quand même venir et d'essayer le shiatsu plus facilement. Hein, ça sera peut-être plus facile qu'un massage à l'huile, ou ça sera peut-être un tremplin pour un jour passer au massage à l'huile parce que c'est très bien aussi. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je trouve que le travail sur le corps, c'est génial. Hein, c'est top. C'est important que tu rappelles ça parce qu'effectivement, dans le choix de son bon praticien, si en shiatsu, on vous demande de vous déshabiller, fuyez, en fait, en gros. Oui, normalement, voilà. Hein. Alors, on peut, si quelqu'un est praticien de shiatsu et il travaille aussi avec des huiles essentielles, il peut vous demander éventuellement de libérer une petite partie de votre un accès à votre peau, à un endroit ou à un autre, parce qu'il a besoin de mettre un peu d'huile essentielle, mais ça ne peut être que avec votre accord, et puis faut que ça soit expliqué, faut que ça soit justifié, voilà. Mais sinon, non, pas on travaille habillé. Au contraire, on est confortable, c'est très cocooning, hein. Une séance de shiatsu, c'est vraiment, on allie le travail énergétique à un travail vraiment de cocooning, de présence. Hein. La présence doit être vraiment très, très intense. Il y a une présence de tous les instants. Dans un bon praticien shiatsu, il est capable de saisir tout ce qui est
tout ce qui se passe, qui est dit, ce qui est non dit aussi. Hein. Quelquefois, les gens ne veulent pas dire, mais souvent on arrive à détecter des signaux qui nous informent un petit peu, qui nous disent que ça peut être dans un tel ou tel secteur que ça se passe, et ça nous permet de réagir au mieux. Alors avant de nous quitter, si je te prêtais ma baguette de fée, à quoi te servirait-elle? Alors, moi personnellement, si j'avais une baguette de fée, je pense que prioritairement, d'un coup de baguette, j'enlèverais toutes les maladies sur les enfants. Toutes les maladies sur les enfants. Alors après, si j'avais plusieurs, possibilités, il y a bien d'autres domaines où ça serait nécessaire d'intervenir, mais je pense s'il y a vraiment une grosse injustice, c'est bien ça. C'est bien avoir des enfants qui arrivent au monde et qui, plus ou moins rapidement, sont déjà victimes de problèmes de santé, et ça, c'est horrible. C'est horrible. Hein. On pourrait en parler. On pourrait parler de ces mêmes enfants par rapport à la fin, évidemment, mais voilà, il y a plein de. Donc, si j'ai une baguette, voilà, ça serait déjà bien. Hein. Ouais. J'en vois beaucoup de lumière et d'amour à tous les enfants malades que j'ai croisés quand j'avais mon association Vivre et Grandir. Et puis j'ai des pensées très lumineuses pour toutes celles et ceux qui ont rejoint l'autre côté, l'autre monde. Ouais. Une pensée pour mon frère, parce que j'ai perdu un frère mardi dernier. Donc voilà. Toutes mes condoléances. Donc j'ai une pensée, comme ça je me permets d'avoir une pensée pour lui en direct. Une pensée. Bon, il est libéré de souffrances qui étaient certainement très difficiles à endurer. Voilà. En tout cas, moi je te remercie Hervé pour tous ces éclairages, ces informations riches, parce qu'on ne connaît pas forcément toujours bien le shiatsu. Moi, j'ai découvert le doin grâce à ton ouvrage quand on avait fait une première interview il y a quelques années. Et du coup, je te remercie pour ce partage. Mais c'est moi qui te remercie. Et puis, moi, c'est toujours un plaisir de répondre présent pour essayer d'informer au plus le grand public. J'encourage tout le monde à déjà prendre soin d'eux-mêmes, et puis aussi n'hésitez pas à aller consulter un bon praticien en shiatsu. Vous verrez que, et à vous inscrire aussi dans les ateliers de Doin. Vous verrez que ce sont des disciplines qui sont vraiment très intéressantes, très pertinentes pour pour entretenir sa santé, pour en savoir plus aussi sur soi-même, et peut-être même pour arriver quelquefois, des fois, à changer un petit peu son regard sur la vie en général, tellement ça travaille profondément. Voilà. Merci infiniment. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode des émissions scintillantes. Au plaisir de vous retrouver prochainement pour une nouvelle thématique. D'ici là, prenez soin de vous, rayonnez l'amour, comme disent mes amis les jolies fées. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.